La montagne du silence. À plus de 3000 mètres d'altitude, dans les Rocheuses du Colorado, l'air devient mince et chaque respiration ressemble à une lutte contre l'invisible. Là, au cœur de ces montagnes où le monde civilisé semble s'effacer, un adolescent de 16 ans nommé Marcus Shen fit une découverte que personne n'aurait jamais dû faire. Devant lui, un portail de fer. Rongé par la rouille, sans nom ni insigne, se dressait dans le brouillard glacé. Seules des pancartes de mise en garde, rédigées en plusieurs langues, claquaient au vent. Les mots y étaient clairs. Menaçants et ils glacèrent le sang de Marcus. Il n'était pas un simple randonneur perdu. Il était le fils d'un agent du FBI disparu mystérieusement 15 ans plus tôt, alors qu'il enquêtait sur des sites gouvernementaux classés secrets. Et devant ce complexe abandonné, creusé à même la roche vivante, Marcus sut instinctivement que ce lieu détenait les réponses que sa famille n'avait jamais eues. Les cellules qu'il apercevait à travers les grilles n'étaient pas vides. Des griffures récentes marquaient les murs, des restes de repas jonchaient le sol, et des lumières rouges clignotaient. Encore sur des caméras de sécurité. Quelqu'un ou quelque chose vivait ici, dans l'ombre, à l'abri du monde d'en haut. Suivant les notes codées laissées par son père dans un vieux carnet en cuir, Marcus s'enfonça dans les entrailles du complexe. Les marches de métal grinçaient sous ses pas. À chaque palier, il respirait l'air lourd d'humidité, chargé d'électricité et d'une odeur métallique. Il tomba sur d'immenses réservoirs emplis d'eau trouble, reliés à des systèmes respiratoires encore alimentés. Le gouvernement avait peut-être déserté cet endroit, mais il y avait laissé quelque chose derrière. Quelque chose qui vivait encore et qui, dans le noir, semblait avoir évolué. Marcus colla son dos contre la paroi glacée. Le faisceau tremblant de sa lampe frontale projetait des ombres déformées sur les murs du couloir étroit. Le silence ici n'était pas naturel, il était dense, presque conscient, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Il était parti chasser l'élan au lever du jour, mais ce qu'il avait découvert sous les éboulis ressemblait moins à un abri naturel qu'à une entrée dissimulée avec une précision mathématique. Dans la poche intérieure de sa veste, le vieux carnet de son père craqua quand il se pencha. Agent David Shen avait disparu lorsque Marcus n'était qu'un bébé. Sa mère lui avait interdit d'ouvrir les dossiers jusqu'à son 16e anniversaire. Il aurait voulu, maintenant, ne jamais l'avoir fait. Le complexe s'étendait bien au-delà de ce qu'il aurait imaginé possible. Des couloirs sans fin, des portes massives, des panneaux de contrôle encore éclairés par des voyants faiblement verts. Une source d'énergie inconnue alimentait toujours ce lieu oublié. Marcus compta 12 cellules sur le premier niveau. Les portes blindées, les serrures multiples, les murs doublés d'acier indiquaient clairement que cet endroit n'avait jamais été conçu pour protéger l'extérieur, mais pour contenir quelque chose. Dans la troisième cellule, il trouva la première preuve indiscutable d'une présence récente. Un sac de couchage encore tiède. Des conserves à peine entamées, des bouteilles d'eau alignées avec un soin militaire. Quelqu'un vivait ici, caché, suivant une routine méticuleuse dans cet enfer souterrain. Sur les murs, les entailles formaient des motifs incompréhensibles, des centaines de traits groupés par séries irrégulières. Certaines étaient si récentes que la poussière blanche des éclats de pierre couvrait encore le sol. Un bruit soudain fit sursauter Marcus, un grattement, long, rythmique, venu des niveaux inférieurs. Pas un bruit humain. Pas vraiment animal non plus. Quelque chose d'entre les deux. Contre toute logique, il décida de descendre. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Les marches rouillées tremblaient sous son poids. Les mots griffonnés par son père défilaient dans sa tête. Phase 3. Protocole de confinement. Ne pas descendre seul. Mais il était seul. Le deuxième niveau ressemblait à un laboratoire. Des équipements abandonnés reposaient sous des couches de poussière. Des tubes, des centrifugeuses, des incubateurs, tous encore branchés, ronronnaient faiblement. Des écrans affichaient des chiffres mouvants. Comme si les machines continuaient à exécuter des protocoles automatiques depuis des décennies. Dans la plus grande salle, il aperçut plusieurs réservoirs transparents emplis d'un liquide verdâtre. À l'intérieur, l'eau bougeait lentement, comme agitée de l'intérieur. Des appareils respiratoires y étaient encore connectés, reliés à un cœur mécanique vibrant, régulier, presque vivant. Quelque chose ou quelqu'un avait été maintenu en vie ici. Indéfiniment.
Le bruit de grattement reprit, plus fort. Cette fois, il venait du niveau inférieur. Marcus sentit la peur lui remonter la gorge, mais la curiosité, la même qui avait tué son père, le poussa à continuer. Le troisième niveau était différent. Les portes n'étaient plus celles de cellules, mais de cages renforcées, récentes, brillantes sous la lumière vacillante. Des symboles étranges y étaient gravés, biohazard, radioactivité, mais aussi des signes qu'il ne reconnut pas. Chaque porte était numérotée, chaque mur couvert d'avertissements. Devant la troisième porte, Marcus s'arrêta. Derrière la vitre blindée, quelque chose bougeait. Une silhouette indistincte. Trop grande pour être humaine, trop fluide pour être mécanique. Puis, deux yeux jaunes surgirent du noir et croisèrent son regard. Une intelligence froide, calculatrice, le dévisageait depuis l'autre côté du verre. Un souffle chaud effleura alors sa nuque. Quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière lui. Marcus se retourna brusquement. Son faisceau lumineux éclaira un visage humain. Pâle. Immobile. Mais les yeux n'étaient pas tout à fait humains. « Bonjour, Marcus, » dit la voix, déformée par l'écho du couloir. « Nous t'attendions. Bienvenue chez toi. » Le grincement d'une porte métallique résonna dans le vide. Un autre nom réapparut dans l'histoire, Jake, un jeune explorateur attiré par les mêmes montagnes, ignorant tout de ce qu'elle cachait. Sa lampe frontale fendait la noirceur, révélant un couloir creusé directement dans la roche, tapissé de béton et de treillis d'acier. L'air qu'il inspira le fit chanceler, un mélange infect de végétation pourrie et de produits chimiques. Tout en lui criait de fuir. Mais Jake, comme Marcus avant lui, avait hérité d'une curiosité plus forte que la peur. La voix de son grand-père résonnait dans sa mémoire. Quand la montagne te parle, gamin, tu l'écoutes. Mais Jake n'écouta pas. Il entra, ses bottes claquant sur le sol. Humide. L'eau tombait en gouttes régulières, un tic-tac funèbre marquant le temps qu'il passait sous terre. À mesure qu'il avançait, des inscriptions militaires apparurent sur les murs, des chiffres, des lettres, des séries de codes. Un ordre. Une organisation. Une intention. Il comprit que ce qu'il venait de découvrir n'était pas seulement un vestige du passé. C'était un laboratoire d'expérimentation interdite, une blessure ouverte dans le flanc de la montagne, un lieu où la science avait défié la nature, et perdu. Et quelque part dans les ténèbres, le souffle d'une créature attendait. Dans cette montagne oubliée, deux destins s'étaient croisés à des décennies d'intervalle. Un père disparu, un fils obstiné, et un secret qui n'aurait jamais dû survivre au silence. Le gouvernement avait enterré la vérité sous des tonnes de roches, mais certains fantômes ne meurent pas, ils mutent, ils attendent, et quand quelqu'un ose descendre trop profondément, ils répondent. Et cette fois, la montagne n'était plus muette. Elle murmurait le nom de Marcus Chen. Le couloir s'étirait devant lui sur près de 50 mètres avant de se diviser en deux branches. Jake choisit celle de gauche, suivant ce qui semblait être le passage principal. La lueur tremblante de sa lampe frontale glissait sur des panneaux métalliques portant des inscriptions inquiétantes, personnel autorisé uniquement et niveau de sécurité 5 requis au-delà de ce point. Ce lieu n'était pas un simple entrepôt, c'était quelque chose de bien plus secret, de bien plus dangereux. Le couloir s'élargit soudain pour déboucher dans une vaste salle. Jake sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Des rangées de cellules s'alignaient de part et d'autre, leurs portes massives renforcées de hublots blindés. L'endroit évoquait une prison, mais pas de celle qu'on voyait dans les films. Non, ces cellules-là semblaient avoir été conçues non pas pour enfermer des criminels, mais pour contenir des créatures que personne n'aurait dû libérer. Il s'approcha de la première porte, le cœur battant. À travers la vitre épaisse, il distingua une pièce. Nue, 10 par 12 pieds tout au plus, une banquette de béton, un renfoncement rudimentaire servant de toilette. Pourtant, ce n'est pas l'austérité du lieu qui le glaça, mais les entailles profondes qui zébraient les murs, des marques si puissantes qu'aucun être humain n'aurait pu les creuser à main nue. Un grondement monta soudain du fond du complexe, un son lourd et vibrant qui fit trembler le sol sous ses pieds. Jake se figea, la main sur le couteau accroché à sa ceinture. Ce bruit-là n'était pas celui du bâtiment qui craque. Il était rythmé, intentionnel,
presque vivant. Il força pourtant ses jambes à avancer. Chaque cellule qu'il inspectait lui révélait les mêmes signes de violence, murs percutés, portes cabossées, sol taché de brins sombres, des traces de sang. Séché, peut-être. Et pourtant, toutes ces cellules étaient vides, jusqu'à la 7e. Derrière la vitre blindée, dans un recoin noyé d'ombre, quelque chose semblait tapi. La forme était vaguement humaine, mais trop anguleuse, trop immobile. Jake s'approcha, la lumière de sa lampe cherchant à percer la pénombre. Et soudain, ça bougea. Il recula d'un bond, le souffle coupé. L'ombre ne bougeait plus, comme si elle l'observait, amusée par sa peur. Il ravala sa panique et pointa de nouveau sa lampe. Le faisceau éclaira un visage. Ou plutôt, ce qu'il en restait. La chose avait autrefois été un homme. Son corps n'était plus qu'un squelette couvert d'une peau grise, tendue, presque translucide. Les lambeaux d'une combinaison orange pendaient encore à ses membres trop longs, disproportionnés. Mais ce furent les yeux qui le figèrent, ouverts, fixés sur lui, pleins d'une conscience froide et lucide. Les lèvres de la créature bougèrent, formant des mots que Jake ne pouvait pas entendre à travers la lourde porte. Puis elle sourit à un sourire impossible, dévoilant des dents taillées en pointe. Aucun son ne sortit de sa bouche, mais ce silence-là était pire que tous les cris. Jake sentit son esprit vaciller, c'était absurde, personne n'aurait pu survivre ici sans nourriture ni eau, et pourtant, ce regard le suivait, traçant chacun de ses mouvements. Le grondement revint. Plus proche, plus puissant. Et cette fois, Jake comprit, ce n'était pas elle. Derrière lui, dans les profondeurs du complexe, d'autres sons s'élevaient, des frottements, des griffures. Des chuchotements étouffés contre les murs de béton. La panique prit le dessus. Jake fit volte-face et se mit à courir, le faisceau de sa lampe dansant follement sur les parois métalliques. Les bruits le poursuivaient, se multipliant, se rapprochant, comme si son intrusion avait réveillé quelque chose qui dormait depuis des décennies. Il jaillit enfin hors de l'entrée camouflée. Dans la lumière mourante du jour. L'air frais frappa ses poumons, mais il ne s'arrêta pas avant d'avoir mis des centaines de mètres entre lui et la montagne. Lorsqu'il osa se retourner, haletant. Il crut entendre un hurlement long, inhumain remontant des entrailles de la terre. Plus tard, Marcus força la vieille porte rouillée que Jake avait laissée entr'ouverte. Elle gémit en pivotant, déchirant le silence du crépuscule. La lumière de sa lampe découpa un mince couloir creusé dans la roche, les murs de béton suintant d'humidité. L'air qui s'en échappait le fit reculer. Il empestait la viande en décomposition, la moisissure, la mort. Tout en lui criait de faire demi-tour. Mais Marcus avait hérité d'une curiosité tenace. Un défaut, disait son grand-père, cette même impulsion qui le poussait toujours à aller plus loin que quiconque. Le passage s'étendait sur une dizaine de mètres avant de s'ouvrir sur un espace plus vaste. Ses pas résonnaient contre les murs, et chaque écho semblait chuchoter, se répéter, se moquer. Des lampes de secours pendaient du plafond, leurs verres brisés depuis longtemps. Le lieu respirait l'abandon. En atteignant ce qui ressemblait à un carrefour souterrain, Marcus comprit qu'il se trouvait dans quelque chose d'immense. 3 nouveaux couloirs s'étendaient devant lui. Chacun bordé de portes d'acier massives. L'architecture évoquait clairement un centre de détention, mais la conception était étrangère. Les serrures étaient trop complexes, les portes trop épaisses. Toutes scellées de l'extérieur comme si l'on avait voulu empêcher quelque chose de sortir. Sur le mur, une plaque rongée par la rouille attira son attention. Malgré la corrosion, quelques mots restaient lisibles. Black Site Omega accès restreint niveau 5 au comptement. Le reste avait été effacé par le temps. Marcus choisit le couloir de gauche. Sur la première porte. Une petite fente de vision était protégée par un volet coulissant. Sa main trembla lorsqu'il la souleva. Une pensée absurde lui traversa l'esprit, et si quelque chose regardait en retour? L'ouverture dévoila une cellule vide, à peine 8 pieds carrés. Un lit métallique effondré, un trou dans le sol. Mais ce qui glaça Marcus fut la surface des murs, griffés, lacérés. Entaillés comme si un animal déchaîné avait tenté de s'en échapper. Pourtant, il n'y avait pas d'animaux ici. Les 3 cellules suivantes racontaient la même histoire, solitude, violence. Désespoir. Des plateaux de repas rouillés jonchaient le sol. Dans l'une d'elles,
il découvrit des carnets détrempés, illisibles. Dans une autre, des symboles étranges gravés avec une précision maniaque, répétant encore et encore les mêmes motifs circulaires, comme une prière ou un avertissement. Puis, un son. Un souffle. Long, lent, presque humain. Marcus se raidit. Il provenait du couloir central. Chaque instinct lui criait de fuir, mais la curiosité de ce poison familier le poussa en avant. Il tenta de rationaliser, peut-être un animal, un ours, un puma, quelque chose d'entré par une fissure dans la montagne. Pourtant, en s'approchant, il sentit que ce qu'il allait découvrir n'appartenait pas à ce monde. La structure n'était peut-être pas aussi hermétiquement close qu'elle en avait l'air. Pourtant, le souffle qu'il entendait ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Dans le long couloir central, plus vaste que les autres, les portes se faisaient rares. Les cellules, ici, semblaient différentes, plus grandes, renforcées, dotées de systèmes de verrouillage d'une complexité militaire. Les murs étaient couverts d'avertissements multilingues, effacés par le temps. Marcus n'en déchiffra que quelques bribes, danger extrême. Ne pas approcher. Usage de la force létale autorisé. Le son provenait de la dernière cellule, tout au fond, à droite. À mesure qu'il avançait, sa lampe frontale révéla une image qui lui glaça le sang, la porte n'était pas verrouillée. Entrebâillée, pas forcée, pas brisée, simplement ouverte, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait déverrouillée de l'intérieur. Il plaqua son dos contre le mur opposé, le cœur battant à rompre, essayant de calmer sa respiration. Ce qu'il avait entendu se trouvait là, juste derrière cette ouverture. L'instinct le suppliait de fuir, de remonter à la surface, de quitter ces montagnes maudites et d'oublier jusqu'à l'existence de ce lieu. Mais quelque chose de plus fort que la peur le poussait en avant. Lentement, il s'approcha. Le souffle se fit plus clair maintenant, humain, oui, mais troublé, déformé par un gargouillis humide, un crépitement sinistre, comme si la créature se noyait dans sa propre poitrine. Marcus posa une main tremblante sur le chambranle et jeta un coup d'œil à travers la fente. Le faisceau de sa lampe découpa les contours d'une silhouette recroquevillée au fond de la cellule. D'abord, il crut à un prisonnier famélique, vêtu de haillons. Mais à mesure que ses yeux s'habituaient à la pénombre, la vérité s'imposa insoutenable. Ce n'était pas un être humain, ou du moins, plus tout à fait. La forme avait des bras et des jambes, mais trop longs, articulés à des angles impossibles. Sa peau, d'un gris pâle, semblait presque transparente, sous sa surface, un réseau de veines sombres battait comme une toile vivante. Puis la créature leva lentement la tête vers lui. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, pas de blanc. Seulement deux orbites d'un noir absolu. Elle esquissa un sourire, dévoilant une rangée de dents si nombreuses qu'elles paraissaient sans fin. Une voix s'éleva, sifflante, râpeuse, pareille au frottement de feuilles mortes sur du béton. Je commençais à croire que plus personne ne viendrait. Le froid tomba d'un coup, brutal, presque surnaturel. J'eus l'impression que la température venait de chuter de 20 degrés lorsqu'il franchit la brèche dans le mur de béton. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air stagnant. Et le faisceau de sa lampe peinait à percer l'obscurité, avalé par une densité de ténèbres presque palpable. L'odeur le frappa aussitôt, un mélange de décomposition et de produits chimiques. Acides et métalliques comme des pièces de cuivre rouillées trempées dans l'eau. Derrière lui, l'ouverture par laquelle il était entré paraissait minuscule, improbable, une blessure dans la roche. Et pourtant, il se tenait là, au cœur d'un couloir, mais d'un genre qu'aucun architecte n'aurait pu concevoir. Les parois épousaient la forme naturelle de la grotte, renforcées par des poutres d'acier et des blocs de ciment. Des luminaires industriels pendaient du plafond, leurs ampoules depuis longtemps brisées. Jake sentit l'adrénaline envahir son corps, ses années d'entraînement reprenaient instinctivement le dessus. Il sortit son téléphone pour marquer ses coordonnées GPS, mais l'écran resta vide, aucun signal. Pas même une barre. Ce n'était pas inhabituel à une telle profondeur, mais l'absence totale de connexion lui inspira un malaise sourd. Il rangea l'appareil et se força à observer méthodiquement, comme son grand-père le lui avait appris, un détail à la fois. Le sol était de béton fissuré, taché de formes brunes qui ressemblaient vaguement à des éclaboussures anciennes. Le long des murs, il distingua des panneaux d'avertissement effacés par le
Temps. Sur l'un d'eux, il déchiffra péniblement « Accès réservé au personnel autorisé ». Plus bas, une date, 1967. 57 ans. Quel que fût cet endroit, il avait été abandonné depuis plus d'un demi-siècle. Jake avança plus loin dans le couloir. Ses pas résonnaient malgré lui, amplifiant sa présence dans le silence oppressant. Le passage semblait s'étirer à l'infini, avant de se diviser en un carrefour hanté. Son faisceau balaya les embranchements, et il se figea. De lourdes portes d'acier s'alignaient sur les deux côtés. Des cellules. Il approcha de la première à gauche. Une plaque métallique y portait l'inscription « Sujet 7A ». Juste en dessous, gravé à même le béton, un mot maladroitement griffonné, « Désolé ». Jake colla son oreille contre la porte. Rien. Puis, alors qu'il s'écartait, un son ténu se fit entendre, un souffle, lent, régulier, étranger au sien. Il recula d'un bond, la lumière tremblant entre ses mains. Le silence revint aussitôt. « Il y a quelqu'un » lança-t-il, la voix tremblante. Aucune réponse. Il se dirigea vers la cellule suivante. Sujet 7B. Celle-ci portait les cicatrices d'une force inhumaine, un coin de la porte avait été plié vers l'extérieur, comme si quelque chose avait tenté de la déchirer. Jake braqua sa lampe sur la fente d'observation, mais découvrit qu'un morceau de métal avait été soudé de l'intérieur, obstruant toute visibilité. Son cœur se serra. Quel prisonnier, quel être, scellerait lui-même sa cellule? Que essayait-il de tenir à distance? Ou, plus terrifiant encore, que voulait-il empêcher qu'on voie? Jake poursuivit sa progression. Certaines cellules béaient, vides, jonchées de débris, instruments cassés, restes de matériel médical, fragments de verre. D'autres restaient closes, et derrière ces portes scellées, il percevait des bruits qu'il n'oublierait jamais, des frottements, des chuchotements, et ce souffle lent, méthodique, comme la respiration d'un prédateur endormi. Au bout du couloir, il découvrit ce qui semblait être un ancien poste administratif. Des bureaux renversés, des classeurs éventrés, des papiers dispersés sur le sol, pareils à des feuilles d'automne. Il s'accroupit, ramassa quelques feuillets, et dirigea sa lampe dessus. Les mots apparurent, tremblants mais lisibles. Projet Lazarus. Classification. Niveau noir. Le sujet présente une régénération cellulaire sans précédent après les procédures de terminaison. Recommandation, renforcement immédiat des protocoles de confinement. Les sujets 12 à 18 manifestent désormais des comportements collectifs. Il est crucial de maintenir leur isolement total. Le reste de la phrase était arraché. Les mains de Jake tremblaient tellement qu'il en fit tomber. Les papiers. Des expériences gouvernementales. Des êtres humains enfermés depuis des décennies. Et certains, encore vivants. Un bruit métallique rompit le silence. Un choc, lent, régulier, un clang. Clang, clang, résonna dans les profondeurs. Une cellule, puis une autre, répondit à l'unisson. En quelques secondes, l'ensemble du complexe vibrait d'un martèlement rythmique, presque organique. Il savait qu'il était là. Jake agrippa les documents, son cœur battant à tout rompre, et courut vers la sortie. Le vacarme le poursuivait, un battement titanesque, patient, comme le pouls d'une entité enfouie depuis 57 ans, réveillée à l'instant précis où il avait franchi le seuil interdit. La trappe débouchait sur une échelle métallique qui plongeait dans une obscurité totale. Chaque barreau était glissant, couvert d'une condensation glacée accumulée au fil des décennies. La lampe de Jake perçait à peine le vide en dessous, révélant par éclairs des pans de béton ruisselants. À mesure qu'il descendait, la température chutait. L'air devenait lourd, saturé d'un goût métallique qui lui brûlait la gorge. Ses doigts s'engourdissaient, et la peur prenait racine plus profondément, s'enroulant autour de sa poitrine comme une main invisible. Le silence, absolu, ne faisait qu'accentuer le bruit de son propre souffle. Court, haché, désespéré. Chaque craquement de métal sous ses pieds sonnait comme un avertissement. Il s'arrêta un instant, suspendu entre deux mondes, celui d'en haut, où régnait encore la lumière et la logique, et celui d'en bas, englouti dans les ténèbres et les secrets. Il songea à remonter. À tout abandonner. Mais il savait que c'était déjà trop tard. Quelque chose
Dans les profondeurs, l'attendait quelque chose qui respirait à travers les murs, qui avait entendu chacun de ses pas. Jake reprit sa descente. Le faisceau de sa lampe tremblait, dessinant sur les parois les reflets fantomatiques de ce qui ressemblait à des inscriptions gravées à même le ciment. Des symboles. Des numéros. Peut-être les marques des ingénieurs qui avaient bâti cette prison sous la montagne. Ou celles des prisonniers eux-mêmes, désespérés d'exister encore dans un monde qui les avait effacés. Une goutte glaciale tomba sur sa joue. Puis une autre. Il leva la tête. L'eau suintée du plafond, noire et épaisse, presque huileuse. L'odeur de rouille se fit plus forte. Soudain, un souffle. Tout près. Jake se figea. Un mouvement, à quelques mètres sous lui. Un cliquetis métallique. Puis, dans le cône vacillant de sa lampe, une main apparut longue, pâle, déformée agrippant le barreau inférieur de l'échelle. Elle bougeait lentement, comme si chaque geste coûtait un effort immense. Jake voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son esprit refusait de croire à ce qu'il voyait. Pourtant, la main était bien là, veineuse, translucide. Les doigts terminés par des ongles si longs qu'ils ressemblaient à des éclats de verre. Une seconde main suivit. Puis le haut du crâne, puis un visage ou plutôt son imitation grotesque. Les yeux noirs, sans fond. Le sourire de cauchemar. Et cette voix, la même que Marcus avait entendue dans le couloir des cellules. Je savais que tu viendrais. Jake lâcha la lampe. Elle tomba dans le vide, heurtant les parois dans une série d'éclats de lumière avant de disparaître dans les ténèbres. Le dernier son qu'il perçut fut celui du métal qui vibrait, tandis que l'échelle entière se mettait à trembler sous un poids qu'il ne voulait pas nommer. Puis, plus rien. Seulement le battement profond, régulier, presque vivant, du cœur endormi du projet Lazarus. Sous ses bottes, à près de 6 mètres sous terre, Jake sentit enfin la roche solide. Le faisceau de sa lampe frontale révéla un couloir étroit, creusé à même la montagne. Des tubes fluorescents pendaient du plafond, brisés ou depuis longtemps éteints. Les murs étaient striés de canalisations d'acier épaisses, certaines éclatées, laissant des traînées de glace étincelantes formées par des décennies d'infiltration gelée. Le souffle de Jake résonnait dans le silence glacial tandis qu'il sortait son téléphone. Aucun signal. Aucune connexion GPS. La montagne semblait l'engloutir tout entier, l'effaçant peu à peu du monde des vivants. Il avança prudemment, éclairant les murs couverts d'une peinture verte institutionnelle qui s'écaillait en longues bandes. Tous les 10 mètres. Il croisait des portes métalliques ornées de sceaux gouvernementaux délavés et de panneaux d'avertissement illisibles. Son pas résonnait d'une manière étrange, étouffé, comme si les murs absorbaient le son au lieu de le renvoyer. Le couloir finit par se diviser. Jake suivit la voie qui descendait davantage dans les entrailles de la montagne, guidée par une série de flèches jaunes peintes à la main. Quelqu'un, autrefois, avait voulu que l'on trouve le cœur de cet endroit. Après une dizaine de minutes, il arriva devant un poste de contrôle, une porte blindée munie d'une vitre épaisse. L'alimentation électronique semblait morte depuis longtemps, et la lourde porte était restée entr'ouverte. Jake se glissa à l'intérieur. La pièce ressemblait à un ancien poste de sécurité. Des rangées d'écrans éteints, fissurés, tapissaient un mur entier. Sur le bureau central reposait un registre ouvert, ses pages jaunies et craquelées. En se penchant, il distingua des dates. La dernière inscription remontait à 1987. 36 ans auparavant. L'encre était presque effacée, mais quelques mots restaient lisibles. Sujet 7 montre une agressivité accrue. Le docteur Vance recommande une terminaison immédiate. En dessous, une note manuscrite, autorisation refusée par Washington. Jake sentit une froideur bien plus profonde que celle de la pierre. Un son brisa le silence, venu de plus loin dans les couloirs, un frottement métallique, répétitif, comme de l'acier râpant la roche. Il se figea, tous ses sens tendus. Le bruit se fit entendre à nouveau, plus net. Plus distinct. Quelque chose bougeait dans l'obscurité. Il quitta la pièce, suivant le couloir principal qui débouchait sur un vaste atrium souterrain. Son faisceau ne touchait pas le plafond. L'espace semblait sans fin. De vieilles bandes lumineuses longeaient le sol, mortes elles aussi, mais dessinant un plan, un hub central d'où partaient plusieurs couloirs,
étiqueté A, B, C, comme les ailes d'un complexe carcéral. Un frisson parcourut Jake. Ce n'était pas seulement un centre gouvernemental, c'était une prison. Il s'engagea dans le couloir A. Les portes s'alignaient. Massives, tout en acier renforcé, munies de fentes pour les repas et de petites fenêtres d'observation. La plupart étaient couvertes de griffures venues de l'intérieur, profondes, presque animales. Certaines portes présentaient des bosses énormes, des déformations impossibles à produire à main nue. Le bruit métallique revint, plus proche cette fois, résonnant depuis le fond du couloir. Jake accéléra le pas malgré la peur qui lui nouait la gorge. Son faisceau accrocha quelque chose d'incongru. Une porte ouverte. Non, pas ouverte à arracher. Le métal épais avait été plié, déchiré. Tordu vers l'extérieur comme la languette d'une boîte de conserve. L'énergie nécessaire pour faire cela dépassait tout ce qu'un être humain aurait pu produire. Jake s'approcha lentement du seuil. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'inscriptions griffonnées. Pas de simples marques, non. Des symboles. Des motifs récurrents. Des lignes de signes entremêlées comme une écriture oubliée. Dans un coin, il distingua une chose translucide, vaguement organique. Des fragments de peau, segmentés, abandonnés comme une mue d'insectes géants. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Un nouveau bruit rompit le silence, plus grave cette fois, plus profond. Ce n'était plus du métal, mais une respiration. Lente, humide, inhumaine. Jake sentit ses muscles se tendre. Le son venait des cellules plus éloignées. Certaines n'étaient peut-être pas vides. Il continua d'avancer, chaque pas plus lourd que le précédent. La respiration s'intensifiait, rythmée. Entrecoupée d'un bruit de glissement visqueux. Son faisceau vacilla, puis se fixa sur une silhouette pâle, mouvante, derrière la vitre de la dernière cellule. Quelque chose était là. Pressé contre le verre, luisant sous la lumière. L'entité sembla percevoir sa présence. Sa respiration s'accéléra, haletante, impatiente. On entendait le métal gémir sous la pression de ce qui s'y appuyait de l'autre côté. Jake s'approcha à moins d'1 mètre, le cœur battant à rompre, et soudain BAM. Un choc d'une force monstrueuse fit vibrer le cadre entier. La vitre fissura sous l'impact, mais ne céda pas. Pendant un instant suspendu, son faisceau éclaira la créature. Des yeux. Pas des yeux humains. Mais conscients. Lucides. Curieux. Et affamés. La chose l'observait. Elle l'attendait. Des décennies plus tard, Marcus tenait entre ses mains tremblantes une vieille photographie trouvée dans un bureau poussiéreux. À la lumière de sa lampe torche. L'image révélait une rangée d'hommes en uniforme militaire posant à côté de lourdes caisses métalliques. Derrière eux, les mêmes murs de béton brut que ceux qu'ils venaient d'explorer s'étendaient dans l'ombre. Mais ce qui glaça Marcus, c'était la date inscrite en bas du cliché, 15 septembre 1952. 70 ans, murmura-t-il, la voix à peine audible. Cet endroit existe depuis 70 ans. Il fouilla d'autres photos. Des scientifiques en blouse blanche manipulaient d'étranges appareils. Des soldats déchargeaient des caisses identiques à celles du cliché précédent. Puis une image attira particulièrement son attention, un homme en combinaison de protection, tenant un clipboard, se tenait devant une cellule ouverte. Dans le coin sombre, quelque chose se devinait. Une silhouette informe, sombre, à demi cachée dans les ombres. Marcus plissa les yeux. L'image était floue, granuleuse, mais la forme n'avait rien d'humain. Sous les photos se trouvait une chemise cartonnée portant une mention en lettres rouges. Project Mainbridge Classified. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur, des rapports dactylographiés alignaient des pages de jargon. Scientifique incompréhensible. Certains mots, pourtant, ressortaient clairement, amélioration psychique, transfert de conscience, barrière dimensionnelle, activité neuronale sans précédent. Puis un rapport daté du 3 octobre 1952 le fit s'arrêter net. Sujet 847 dépasse toutes les attentes. Portée télépathique estimée à plus de 500 mètres. Cependant, l'agressivité continue d'augmenter. Recommandation, terminaison immédiate de l'expérience. En dessous, griffonné à l'encre rouge, une annotation. Demande refusée. Résultat trop précieux. Poursuivre les tests.
Marcus sentit sa gorge se serrer. Il tourna les pages, découvrant des détails de plus en plus terrifiants. Des interventions chirurgicales visant à amplifier les capacités mentales, des mentions de perte progressive. Des caractéristiques humaines, et enfin, un rapport sec et brutal. Échec de confinement dans le bloc C. 3 pertes humaines confirmées. Il referma lentement le dossier, le cœur battant à tout rompre. Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour de lui. Ce qu'ils avaient créé ici n'était pas un simple projet scientifique. C'était une tentative de franchir les limites même de la conscience humaine. Et ils avaient réussi, trop bien. Jake et Marcus, séparés par le temps mais liés par la même découverte, avaient tous deux vu le cœur d'un secret que le gouvernement avait voulu enfouir sous des tonnes de pierres. Ce n'était pas seulement un lieu oublié, c'était une tombe vivante. Et quelque chose, là-dessous, respirait encore. Le rapport final portait la date du 30 novembre 1952. Il ne comptait que quelques lignes, mais leur poids semblait traverser les décennies comme un cri gravé dans la pierre. Installation compromise. Protocole d'évacuation d'urgence activé. Tous les sujets doivent rester en confinement indéfini. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous avons créé. Une page détachée s'échappa du dossier et tomba au sol dans un bruissement fragile. Marcus se pencha pour la ramasser et ses genoux faillirent céder. C'était une carte dessinée à la main du complexe, reproduisant les zones qu'il avait déjà partiellement explorées. Mais ce plan révélait aussi des sections dont il ignorait l'existence, un secteur noté, haute sécurité, avec des cellules numérotées 847, 851, 863 et 911, les mêmes numéros qu'il avait vus gravés sur les plaques métalliques du sous-sol. Un bruit venu du couloir le figea sur place. Un frottement métallique contre la pierre, accompagné d'un grattement sec. Il l'avait déjà entendu. Mais cette fois, le son était plus proche. Beaucoup plus proche. Marcus fourra les documents dans son sac à dos et éteignit sa lampe. L'obscurité retomba, dense, presque liquide. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre. Le bruit se rapprochait encore, maintenant mêlé à un souffle, pas un souffle humain, mais un chuintement fragile, comme du vent glissant à travers du verre brisé. Une lueur pâle apparut dans le couloir, vacillante, mouvante. Ce n'était pas une lumière électrique, elle semblait vivante, organique, pareille à celle des créatures des abysses. Elle pulsait, et chaque pulsation faisait vibrer quelque chose dans la tête de Marcus, ou une pression sourde, une intrusion invisible, comme si quelque chose cherchait à pénétrer son esprit. Tu n'aurais pas dû venir ici. La voix ne résonna pas dans ses oreilles. Elle coulait directement dans sa pensée, froide comme de l'eau glacée. Marcus porta instinctivement ses mains à ses oreilles, mais cela ne servit à rien. La voix venait de l'intérieur. Si jeune, si fort. Tu feras un excellent hôte. Des images jaillirent dans son esprit, des visions qui n'étaient pas les siennes. Un laboratoire saturé de cris, des tables d'opération maculées de sang. Des hommes en uniforme militaire observant des médecins pratiquer des expériences impies sur des corps attachés. Et, au milieu de tout cela, une conscience qui grandissait, se nourrissant de la peur et de la douleur, devenant quelque chose d'autre. Marcus se mordit violemment la langue. Le goût métallique du sang lui ramena une parcelle de lucidité. Il comprit, cette chose ne voulait pas seulement son corps. Elle voulait sa volonté. Les documents parlaient de télépathie. De transfert de conscience. La créature pouvait posséder ses victimes. La lueur phosphorescente s'arrêta juste devant la porte. Un bruit de glissement humide se fit entendre, comme si quelque chose rampait, laissant derrière soi une traînée visqueuse. Marcus risqua un regard, une silhouette indistincte, tordue, déchirée, à mi-chemin entre l'humain et le cauchemar. Ne résiste pas. Plus tu luttes, plus ça fait mal. La pression dans sa tête devint insupportable. Il sentit sa propre pensée se fissurer. À tâtons, il chercha dans son sac l'objet que son père lui avait toujours obligé à garder, une fusée de détresse. Ses doigts trouvèrent le cylindre froid au moment où une forme pâle et articulée franchit le seuil, traînant ses membres désunis avec des bruits secs de cliquetis d'os brisés. Marcus tira le déclencheur. Un éclat rouge incandescent inonda le couloir, déchirant l'obscurité. Au même instant,
Jake descendait dans le puits de maintenance. Sa lampe balayait les parois métalliques couvertes de rouille. Chaque échelon du vieil escalier résonnait comme un avertissement. L'air devenait plus lourd, saturé d'une odeur chimique âcre et étouffante. À 30 pieds de profondeur, ses bottes touchèrent enfin le béton. Il fit pivoter la lampe, un tunnel étroit s'étirait de part et d'autre, hérissé de tuyaux corrodés. Certains semblaient rongés par le temps, d'autres, étrangement, brillaient comme neufs. Jake sentit son estomac se contracter. Ce lieu était censé être abandonné depuis des décennies, et pourtant, certains systèmes semblaient entretenus. Il choisit le couloir de gauche, avançant prudemment. Le tunnel décrivait une courbe, suivant probablement le périmètre extérieur du complexe. À intervalles réguliers, il croisait des boîtiers de commande et des vannes marquées du sceau du gouvernement. Mais entre ces reliques d'un autre âge, il distingua des panneaux numériques encore actifs, aux chiffres verts clignotants. Des machines vivantes. Quelqu'un était venu ici récemment. Jake s'arrêta. Le silence qui suivit était absolu. Puis, sur le sol, il aperçut une traînée sombre et luisante. Pas de l'eau. Quelque chose de plus épais. Une substance organique. Elle s'enfonçait plus profondément dans les ténèbres. Contre toute logique, il la suivit. Le tunnel déboucha sur une vaste salle technique, envahie par des machines encore en marche. Des générateurs ronronnaient, projetant une lueur rouge infernale sur les murs. L'air vibrait du bourdonnement régulier des systèmes de ventilation. Des unités de filtration tournaient sans relâche, rejetant un souffle chaud et poussiéreux. Dans un coin, des écrans de surveillance s'illuminaient encore, affichant des images de couloirs déserts, de portes blindées, de cellules vides. Mais pas toutes. Sur plusieurs écrans, des silhouettes mouvantes passaient à la lisière du cadre. Et sur le grand moniteur central, Jake reconnut le bloc cellulaire qu'il venait de quitter. La porte de la cellule qu'il avait trouvée ouverte apparaissait en plein plan. Sur la table, un mug de café fumait encore. Tu n'aurais pas dû venir ici. Jake se retourna d'un bond, brandissant sa lampe. Le faisceau accrocha un homme âgé sortant de l'ombre. Blouse de laboratoire tachée, visage creusé, regard vide. Dans ses mains, une arme artisanale, une sorte de matraque électrique d'où jaillissaient des arcs bleus. Dr Miles Henning, dit-il d'une voix rauque, comme si Jake aurait dû connaître ce nom. J'entretiens ce lieu depuis 37 ans. Jake resta figé, incapable de parler. Le gouvernement vous a laissé ici? Henning eut un rire amer. Laissé? Non. J'ai volontairement choisi de rester. Quelqu'un devait maintenir les protocoles de confinement. Quelqu'un devait s'assurer qu'ils ne sortent jamais. Jake sentit un frisson lui parcourir la colonne. Henning désigna les écrans. Le sujet 7 n'était que le commencement. La percée qui a ouvert la voie aux véritables expériences. Sur les moniteurs, des ombres indistinctes glissaient dans des cellules que Jake n'avait pas encore vues. Nous pensions créer le soldat parfait, guérison accélérée, agressivité contrôlée, capacité physique décuplée. Il secoua lentement la tête. En réalité, nous avons créé quelque chose qui ne meurt pas. Quelque chose qui a transcendé la biologie elle-même. Un bruit visqueux retentit au-dessus d'eux. Henning serra son arme, son regard se durcissant. Les balles les ralentissent, oui, mais elles ne suffisent pas. Pas quand la mort elle-même refuse de les prendre. Il leva les yeux vers le plafond, comme s'il écoutait un cœur invisible. Tu entends? Murmura-t-il. Il se réveille. Jake sentit le sol vibrer sous ses pieds. Un écho lointain, celui d'une respiration, d'un battement monstrueux, ou peut-être du cœur même du complexe. Et soudain, il comprit. Ni Marcus, ni lui. Ni personne ne sortirait d'ici sans affronter ce que ces murs gardaient enfermés depuis 70 ans. Le projet Lazarus. Le feu ne leur faisait presque rien. Et pire encore, ils apprenaient. Mon Dieu, murmura Henning, ils apprennent à chaque rencontre. Jake sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Combien, demanda-t-il, sans être sûr de vouloir entendre la réponse. 17 transformations réussies avant que le projet ne soit interrompu. Chacune enfermée dans un module de confinement spécialisé.
Et chacune, toujours vivante. Le regard de Henning, brûlant d'une intensité désespérée, se fixa sur Jake. Jusqu'à ce que tu ouvres cette porte. À cet instant précis, comme si ces paroles avaient invoqué une malédiction, une alarme se déclencha dans tout le complexe. Des lumières rouges clignotèrent dans les couloirs, et une voix automatisée résonna dans les haut-parleurs. Brèche de confinement. Protocole de niveau 4 engagé. Verrouillage en cours. Sur les écrans devant lui, Jake vit avec horreur les portes des cellules situées aux étages inférieurs s'ouvrir l'une après l'autre. Ceux qui avaient été emprisonnés ici pendant des décennies venaient d'être libérés. Et c'était lui, Jake, qui venait de déclencher la réaction en chaîne. Henning, malgré son âge avancé, se mit à courir vers la sortie d'urgence. Si nous avons beaucoup de chance, cria-t-il par-dessus les sirènes, nous atteindrons la surface avant qu'ils ne se souviennent à quel point ils détestent ceux qui les ont créés. Le hurlement métallique d'une porte de cellule retentit tandis que Jake en poussait une autre. Sa lampe frontale découpa la pénombre, révélant une petite pièce de béton qui empestait la décomposition et un relent chimique si âcre qu'il en eut les larmes aux yeux. Les murs étaient couverts de marques, de profondes griffures formant des motifs. Ce n'étaient pas des traces de désespoir, mais des symboles précis, ordonnés. Presque mathématiques, chiffres, lettres, figures géométriques. Une logique cachée semblait s'en dégager. Jake s'approcha, le cœur battant dans ses tempes. Sur l'un des murs, il lut « Jour 1247 ». La température augmente. Les changements s'accélèrent. En dessous, une autre écriture, tremblante. Ils ne reviendront pas pour nous. Et plus bas encore, tracé dans ce qui semblait être du sang séché. Nous nous sommes trompés sur tout. La main de Jake trembla lorsqu'il balaya le mur de sa lumière. D'autres inscriptions apparaissaient, des dates s'étendant sur plusieurs décennies. Des noms inconnus, et partout ces symboles étranges qui faisaient pulser sa tête d'une douleur sourde. Un bruit dans le couloir le figea. Ce n'était ni le craquement du béton, ni l'égouttement d'une fuite d'eau. Des pas, lents, mesurés, venaient de la direction par laquelle il était entré. Il éteignit sa lampe et se plaqua contre le mur, retenant son souffle. Les pas se rapprochèrent. Accompagnés d'un faible fredonnement, une mélodie presque familière qu'il n'arrivait pas à identifier. Dans l'obscurité, une lueur pâle apparut, comme une peinture phosphorescente sur une paroi de caverne. Le fredonnement s'interrompit juste devant la cellule. « Je sais que tu es là », dit une voix d'homme, calme, posée, avec cette lenteur maîtrisée de quelqu'un qui a eu des années pour apprivoiser la patience. Inutile de te cacher. Jake chercha instinctivement son couteau tactique, conscient qu'il ne servirait sans doute à rien. La voix reprit, plus proche. Tu te demandes. Depuis combien de temps j'attends? La réponse est simple. Je t'écoute depuis que tu as brisé le sceau extérieur. Le son voyage autrement ici. La physique obéit à d'autres lois quand on a été changé. Contre toute prudence, Jake ralluma sa lampe. La lumière révéla une silhouette à moins d'un mètre de lui. Mais l'appeler un homme aurait été inexact. L'être portait les lambeaux d'un uniforme de prisonnier, mais sa peau avait une transparence troublante, sous la surface, on distinguait un réseau de veines argentées et bleues, comme une carte anatomique luminescente. Ses yeux, eux, renvoyaient la lumière comme ceux d'un animal. « Je m'appelle Dr Marcus Webb », dit la créature en levant la main pour se protéger de l'éclat. « Mais je doute que ce nom te dise quoi que ce soit. Cela fait longtemps que personne ne l'a prononcé. » Jake réussit à articuler, la gorge sèche. « Vous êtes censé être mort. Ce complexe a été abandonné depuis des décennies. » Webb esquissa un sourire, dévoilant des dents trop tranchantes pour être humaines. « La mort est un luxe qu'on ne nous a pas accordé. » Il fit un pas en avant, et sa voix se fit plus grave. Nous étions les cobayes du projet Lazarus, une tentative du gouvernement de créer des soldats impossibles à tuer. Et, d'une certaine façon, ils ont réussi. Des cobayes pourquoi, demanda Jake, le couteau tremblant dans sa main. Pour la régénération cellulaire, les améliorations biologiques. Ils ont injecté dans nos corps des organismes étrangers, découverts dans des systèmes de grottes isolées depuis des millions d'années. Ces formes de vie évoluaient sans lumière, sans oxygène,
dans une perpétuelle adaptation. Il désigna sa peau translucide. Leur but, la guérison accélérée, la force augmentée. Des réflexes surhumains. Ce que nous avons obtenu, c'est cela. Une immortalité déformée, affamée. Nous guérissons de tout, mais nos corps ne cessent de se métamorphoser. Les organismes qu'ils ont implantés en nous continuent d'évoluer. Et ils ont faim. Jake recula vers la sortie de la cellule. Combien êtes-vous ? 17. Toujours les mêmes. Nous attendions, car nos organismes ont besoin de matériel génétique neuf pour poursuivre leur évolution. De nouveaux hôtes. Nous avons appris à maîtriser notre faim, mais cela devient de plus en plus difficile. Les changements s'accélèrent. L'air devint lourd, presque visqueux. Jake perçut d'autres sons, des déplacements, des chuchotements dans le noir. Webb poursuivit, d'une voix soudain angoissée. Tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas le vrai danger. Nous sommes les ratés du projet. Le gouvernement n'a pas abandonné ce lieu, il l'a scellé, à cause de ceux qui sont venus après. Les sujets de la seconde génération. Ils sont en bas. Et ils ne nous ressemblent pas du tout. Un hurlement retentit, déchirant le silence. Ce n'était pas humain. Puis un autre lui répondit. Et encore un autre. Jusqu'à ce que tout le complexe résonne d'une symphonie d'abomination. Le visage de Webb se figea dans une expression proche de la terreur. Ils savent que tu es là, murmura-t-il. Les profonds. Nous les avons contenus pendant 30 ans, mais ta présence les a éveillés. Ils sentent le sang frais. L'ADN encore intact. La lampe de Jake vacilla, la batterie mourante. Dans la semi-obscurité, il vit d'autres silhouettes phosphorescentes apparaître dans le couloir. Cours, chuchota Webb. Cours tant que tu le peux encore. Les lumières d'urgence passèrent du rouge à un crépitement infernal. Pendant ce temps, Marcus plus jeune, haletant s'avançait vers le bloc D. Le grincement métallique avait cessé, remplacé par des murmures étouffés semblant sortir des murs eux-mêmes. Sa lampe tremblait dans sa main. Sur le sol, il distingua des tranchées profondes dans le béton, comme si quelque chose de massif y avait été traîné. La première porte était entr'ouverte. Marcus se plaqua contre la paroi, le cœur au bord de l'explosion. Les fichiers mentionnaient que le bloc D abritait les sujets terminaux, ceux dont la transformation avait dépassé tout espoir de retour. Le gouvernement devait les étudier jusqu'à leur mort naturelle, mais le programme avait été stoppé en 1987, quand les fonds s'étaient taris. 35 ans plus tôt. Un bruit sourd se fit entendre à l'intérieur. Puis un glissement humide. Marcus leva le couteau de chasse de son père d'une main, tenant la lampe de l'autre. Chaque fibre de son être hurlait de fuir, mais il devait comprendre. La vie de Sarah en dépendait peut-être. Du bout du pied, il poussa la porte. Le grincement qui suivit sembla résonner jusqu'au tréfonds du complexe, comme une annonce funèbre. L'odeur le frappa aussitôt, un mélange de chair en décomposition et de produits chimiques rancis. La cellule paraissait vide, à l'exception d'un tas de tissus déchirés dans un coin, et de larges taches sombres maculant le sol et les murs. Mais le fond de la pièce raconta une autre histoire. Un trou béé dans le mur, ses bords déchiquetés. Griffés de l'intérieur. Assez grand pour laisser passer un corps. Derrière, un tunnel noir, béant. Marcus s'accroupit. La poussière de béton était fraîche. Ce n'était pas un vestige ancien. Quelque chose s'était échappé. Récemment. La radio crachota soudain, le faisant sursauter. Marcus, réponds. La tempête s'aggrave ici haut, où es-tu ? La voix de Sarah vibrait de peur. Il attrapa le micro, la gorge serrée. Je suis dans le bloc de détention. Sarah, quelque chose ne va pas. Les cellules ont été forcées de l'intérieur. Le signal se coupa, remplacé par un grésillement blanc. Marcus prit la fuite. Il courait à travers le corridor, le souffle court, décidé à rejoindre l'ascenseur. Il devait atteindre la surface, retrouver Sarah, s'assurer qu'elle était vivante. Mais au moment où il tourna le couloir, les lumières d'urgence s'éteignirent, plongeant tout dans une obscurité totale. Seule sa lampe frontale projetait un mince faisceau tremblant.
Le silence qui suivit était presque surnaturel. Puis, lentement, il entendit respirer. Pas lui. Autre chose. Un souffle rauque, irrégulier, résonnant contre le béton. Marcus fit un tour sur lui-même, le couteau levé, la lumière balayant la noirceur. Une ombre passa à la limite de son champ de vision opale, humanoïde, mais fuyante. « Qui est là » hurla-t-il. Sa voix se brisa. Le souffle cessa. Marcus recula lentement vers la cage d'ascenseur, cherchant le mur du bout des doigts. Dans cette obscurité, chaque pas résonnait trop fort, chaque battement de cœur semblait trahir sa position. Et puis il les entendit. Des pas nus, sur le béton. Des pas hésitants, traînant. Approchant. Ce fut à ce moment-là que Marcus comprit. Les monstres du projet Lazarus n'étaient pas morts dans l'obscurité. Ils avaient attendu. Et maintenant, ils n'attendaient plus. Marcus se mit à courir, son faisceau de lampe vacillant frénétiquement sur les murs du complexe tandis qu'il s'élançait à travers les couloirs. Ses pas résonnaient, rejoints bientôt par d'autres multiples, discordants et qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Ce n'était plus une poursuite, c'était une traque. Quelque chose, ou plusieurs choses, le guidait, le repoussait dans un dédale conçu pour le piéger. La panique lui serra la poitrine jusqu'à lui voler presque le souffle. Il avait perdu tout sens de l'orientation, chaque couloir menait à un autre, les panneaux de sortie restaient plongés dans le noir. Privé de courant. Puis, enfin, une lueur. Un mince filet de lumière naturelle descendait du plafond le puits d'ascenseur. L'espoir fusa comme un éclair dans son esprit. Marcus bondit vers la corde d'escalade qu'il avait laissée là plus tôt, l'empoigna des deux mains et se hissa avec une force désespérée. Son couteau tomba, résonnant dans le vide en contrebas, avant d'être englouti par un concert de hurlements inhumains montant des profondeurs. Une main le saisit à la cheville. Marcus baissa les yeux, une peau d'une pâleur cadavérique, des doigts noueux, une poigne d'une force démente. Le bras disparaissait dans l'ombre, comme s'il n'avait pas de corps. Tiré vers le bas, il sentit la corde brûler ses paumes. Il braqua sa lampe frontale, le visage qui le fixait n'avait plus rien d'humain. Une chair humide, des yeux réfléchissant la lumière comme ceux d'un animal. Pris de panique, il donna un violent coup de pied, heurta quelque chose de solide, et la prise céda. Il grimpa alors de toutes ses forces, haletant, les muscles en feu, la peur transformée en énergie brute. D'autres mains jaillirent du noir, tentant d'attraper ses bottes, griffant l'air à quelques centimètres de lui. Les cris montaient, furieux, désespérés, comme si ces créatures comprenaient qu'il leur échappait. Marcus émergea enfin à la surface, jaillissant du puits dans la nuit battue par la tempête. Il roula sur le sol glacé, suffocant, avalant l'air gelé comme un noyer reprend vie. La neige lui fouettait le visage. Il saisit sa radio. Sarah. Sarah, répondait. Seul le Vendée. Montagne lui répondit. Non loin de là, un portail métallique grinça dans la nuit. Jake braqua sa lampe et un faisceau trancha les ténèbres, révélant un couloir qui s'enfonçait dans la montagne plus loin qu'il n'aurait cru possible. L'air qui s'en échappa lui donna la nausée, une odeur de décomposition mêlée à quelque chose de chimique, d'acide, de profondément anormal. « Mon Dieu !» murmura Marcus en se couvrant le nez. « Qu'est-ce que c'est » Docteur Saracen s'avança prudemment, sa propre lampe balayant les murs d'un mouvement méthodique. Formol. Désinfectant industriel. Répondit-elle avant de s'interrompre. Son faisceau s'arrêta sur une traînée sombre. Du sang, beaucoup de sang. Jake sentit chaque fibre de son être lui hurler de fuir. Pourtant, il avança. Les parois étaient constellées de câbles et de conduits, tous courant vers le cœur du complexe. De vieux néons clignotaient par intermittence, projetant des ombres mouvantes qui donnaient vie aux murs. L'électricité fonctionne encore, nota Marcus, la voix serrée. Les installations gouvernementales de ce type avaient souvent des sources d'énergie autonomes, expliqua Chen d'un ton qu'elle voulait maîtriser. Nucléaire, géothermique, conçu pour durer des décennies. Mais Jake vit sa main trembler en ajustant son matériel. Ils dépassèrent une première cellule. À travers la vitre grillagée,
Jake distingua des murs lacérés de profondes entailles, sans forme discernable. Certaines paraissaient récentes. Docteur Chen, venez voir ça. Elle s'approcha. En voyant les marques. Son visage perdit toute couleur. Ce ne sont pas des griffures humaines. Regardez l'espacement, la profondeur. Celui qui a fait ça avait des griffes. Un son se fit entendre d'un martèlement lent. Rythmique, résonnant comme s'il venait de partout à la fois. Les trois se figèrent. Le bruit cessa soudainement, laissant place à un silence plus menaçant encore. On devrait partir, dit Marcus en reculant. On appelle les autorités. Et leur dire quoi, répliqua Chen. Qu'on a pénétré illégalement un site classifié? Ils nous mettraient en prison avant même d'écouter. Jake, lui, s'était déjà approché d'une autre porte. Une plaque y était fixée. Sujet 7. Programme de modification génétique accès réservé au personnel autorisé. Il tenta la poignée. Elle tourna. Jake? Attends. Trop tard. Il entra. La pièce ressemblait davantage à un laboratoire qu'à une cellule, instruments médicaux, moniteurs poussiéreux, et au centre, une table d'opération équipée de sangles. De cuir craquelé. Des taches sombres s'y mêlaient à la rouille. Sur un bureau métallique, un journal ouvert l'attira. Les pages jaunies, couvertes d'une écriture serrée, semblaient prêtes à s'effriter. Il lut, le souffle court. Jour 847, sujet 7 présente une adaptation exceptionnelle aux modifications virales. Régénération cellulaire augmentée de 400%. Changements comportementaux. Inquiétant, agressivité accrue, réflexe de chasse exacerbé. Jake tourna la page d'une main tremblante. Jour 851, sujet 7 s'est échappé 2 fois cette semaine. Des bruits étranges signalés dans le système de ventilation. Dr Morrison pense que ses sens auditifs et olfactifs ont dépassé nos prévisions. Jake. On s'en va maintenant. Hurla Marcus depuis la porte. Mais Jake continua de lire. Hypnotisé. Jour 856, 3 agents de sécurité retrouvés morts dans la section C. Autopsie, blessures animales, aucune trace de prédateur. Sujet 7 doit être éliminé, mais reste introuvable. Ses relevés thermiques sont incohérents, sa température corporelle fluctue hors des normes humaines. Un son revint, plus proche. Un martèlement au-dessus d'eux. Chen leva lentement la tête. C'est, au plafond. Jake fourra le journal dans sa veste. Le bruit devint frénétique, glissant dans les conduits comme une bête gigantesque. Ils se ruèrent dans le couloir au moment où une grille de ventilation s'effondrait 20 mètres devant eux. Un nuage de poussière s'éleva. Et dans ce brouillard, ils le virent. Une silhouette impossible, chair livide tendue sur un squelette trop long. Articulations inversées, yeux luminescents d'un éclat animal. L'être pencha la tête, un mouvement presque curieux. Puis, d'une voix déformée, râpeuse comme du verre broyé, il prononça un seul mot. Visiteur. Le battant métallique derrière eux se referma d'un claquement sec, irrévocable. Le bruit résonna dans tout le complexe comme une sentence. Jake se retourna, tira la poignée. Verrouillé. Le clavier mural clignotait en rouge, réclamant un code qu'il ignorait. Super, souffla-t-il, son haleine formant des nuages dans l'air glacé. La température avait chuté brutalement. Des cristaux de givre recouvraient les murs, scintillant sous sa lampe comme de petites étoiles malveillantes. Le couloir s'étirait devant eux, aligné de portes entr'ouvertes. Ces cellules-là différaient des autres, métal corrodé, symboles gravés sur les cadres. Des marques rituelles, gravées par une main humaine mais, désespérée. Jake avança avec prudence. Le sol craquait sous ses pas. Couvert d'une fine couche de sel. Il se pencha pour l'examiner et perçut un mouvement à la lisière de sa vision. Une porte oscillait lentement, grinçant sur ses gonds. Il se figea. Le silence retomba, lourd, total, presque vivant. Seul persistait un bourdonnement lointain, celui d'une machine qu'on aurait oublié d'éteindre depuis des décennies. Puis un autre son s'y ajouta. Ténu, insidieux, une respiration. Pas la sienne. Il y a quelqu'un ? Lança-t-il d'une voix qui trahit sa peur. L'écho déforma ses mots, les transformant en murmures monstrueux. La réponse vint. Multiple,
éparpillés, comme si les murs eux-mêmes lui répondaient. Enfin, quelqu'un de jeune. Le sang de Jake se glaça. Ce n'était plus la voix de l'entité d'avant. Celle-ci était plus nette. Plus humaine. Et pourtant, il y avait dans leur timbre quelque chose d'affamé. Il recula lentement, le dos contre le mur, faisant tourner sa lampe dans toutes les directions. Les ténèbres bougeaient. Des silhouettes s'en détachaient, avançant à pas mesurés. Pas des monstres informes, des êtres presque humains, mais altérés, abîmés, tordus. La première s'avança complètement dans la lumière. Jake sentit son estomac se retourner. C'était d'où cela avait été une femme. Sa peau translucide laissait voir un réseau de veines sombres, ses traits étaient à moitié dissous, et... Pourtant, ses yeux brillaient d'une intelligence froide, entièrement noirs, sans pupilles, des puits d'huile obsidienne. Elle le fixait avec la patience d'un prédateur qui savoure la peur de sa proie. Avant le premier pas de chasse. Autour d'elle, d'autres bougeaient. Des mains maigres, des respirations synchronisées, une rumeur de murmures. J'ai compris qu'ils n'étaient pas des survivants. Ils étaient les résultats. Et maintenant, ils avaient faim. Les abandonnés du projet Lazarus. Des silhouettes émergeaient lentement des cellules, formant un demi-cercle irrégulier autour de Jake. Leurs mouvements semblaient étrangement synchronisés, comme s'ils partageaient une même conscience, un seul souffle. Jake en compta 7, tous marqués par des altérations physiques similaires. Cicatrices, déformations, visages pâles et translucides. Pourtant, sous ces traits altérés subsistait une ombre d'humanité et des fragments d'individus jadis très différents, arrachés à leur passé. « Que êtes-vous » murmura Jake, levant sa lampe torche comme une arme dérisoire. Une voix grave répondit, rauque et brisée. Nous étions les premiers succès. Avant qu'ils ne perfectionnent le processus. Avant qu'ils n'apprennent à briser complètement l'esprit. Jake sentit son cœur s'arrêter. Ce qu'il avait devant lui n'était pas une expérience médicale ratée. C'était pire. Le gouvernement n'avait pas cherché à guérir des maladies ni à renforcer les capacités humaines, il avait tenté de créer autre chose. Quelque chose de nouveau, d'indicible. Depuis combien de temps ? Êtes-vous ici ? Demanda-t-il, surpris d'entendre sa propre voix aussi calme. Le grand homme aux épaules effondrées eut un sourire dénué d'émotion. Le temps n'a plus de sens en ce lieu. Mais nous attendions. Une femme s'avança, les yeux d'un gris presque métallique. Nous attendions quelqu'un comme toi. Quelqu'un d'assez jeune. Quelqu'un dont le corps pourrait encore accepter, le don. Jake recula jusqu'à sentir le béton glacé contre son dos. Je ne veux rien de ce que vous avez à offrir. Une autre voix, indéterminée, se glissa dans le silence. Tu ne comprends pas. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit. Nos corps sont liés à lui. Mais toi, tu pourrais porter notre héritage vers le monde extérieur. Il ne faut qu'un peu de ton sang. Une simple injection, tu ne sentiras presque rien. Pendant qu'il parlait, Jake remarqua leur déplacement, subtil, méthodique, destiné à bloquer toute issue. Ces créatures n'étaient pas de simples monstres. Elles raisonnaient, planifiaient, traquaient avec une intelligence inhumaine. D'un geste discret, il glissa sa main dans sa poche, effleurant la fusée de détresse. Peut-être la lumière l'aiderait-elle à fuir. Mais la femme, sans même le regarder, sourit un sourire de prédateur. Nous entendons ton cœur, enfant. Nous savons exactement ce que tu t'apprêtes à faire. La température chuta brutalement. L'air devint si froid que chaque souffle formait un nuage blanchâtre. De la givre se déposait sur les parois métalliques. Dr. Chen, à peine audible, chuchota. Les fichiers mentionnaient le projet Lazarus, des expériences de transfert de conscience. Ils essayaient de préserver les esprits au-delà de la mort biologique. Marcus balaya la pièce de sa lampe. Derrière des vitres épaisses, des salles d'observation abandonnées révélaient des câbles, des électrodes, des moniteurs. Les préserver dans quoi ? Murmura-t-il. Ces cellules ne ressemblent pas à des laboratoires, mais à des tombeaux. Jake posa la main sur le manche de son couteau. Son instinct de survivant hurlait que chaque pas les rapprochait d'un piège. La galerie s'élargit soudain en une rotonde d'où partaient 8 couloirs, chacun marqué d'une lettre grecque, alpha, bêta, gamma.
Une lumière d'urgence rouge baignait tout le lieu, projetant leurs ombres dansantes comme des spectres. Agité. Le laboratoire principal devrait être par l'aile Delta, dit Dr Chen, fixant la carte qu'elle avait photographiée. En s'y engageant, Jake sentit sa peau se hérisser. Les murs étaient griffés. De profondes entailles, des symboles gravés dans le métal par une force colossale. En s'approchant, Chen pâlit. Ce n'est pas du hasard, c'est du morse. Les mêmes lettres, encore et encore. HELPME. Un bruit résonna plus loin, un claquement régulier, comme une réponse. Jake sentit la glace se glisser dans ses veines. Marcus leva son arme, la voix tremblante. On devrait rebrousser chemin. On n'est pas fait pour ça. Mais Jake avançait déjà, irrésistiblement attiré par ce son. Le claquement s'intensifia jusqu'à une lourde porte blindée, marquée confinement principal. À travers la petite vitre, ils aperçurent une silhouette assise au centre d'une salle illuminée par des appareils encore actifs. Un homme ou ce qui en restait vêtu d'un uniforme carcéral en lambeaux. Il semblait immobile, suspendu dans un état entre la vie et la mort. « Mon Dieu, est-il vivant ?» souffla Marcus. La tête de l'homme pivota lentement. Ses yeux croisèrent ceux de Jake. Un regard d'une intelligence ancienne, insondable, et d'une cruauté calme. Ses lèvres bougèrent. On n'entendit rien, mais Jake lut distinctement « Laisse-moi sortir ». Dr Chen photographia. Frénétiquement, fasciné malgré la peur. Les interfaces neuronales fonctionnent encore. Regarde ces relevés. L'activité cérébrale est impossible. Le dernier test date de 1987. La créature se leva. Jake comprit alors pourquoi ses proportions semblaient fausses, il mesurait plus de 2 mètres, et chacun de ses gestes avait la souplesse d'un fauve. Sa peau, translucide, laissait deviner des veines sombres comme des rivières souterrestres. Ils n'ont pas seulement préservé son esprit, murmura Chen, horrifié. Ils l'ont amplifié, fusionné à une chair modifiée. L'être posa ses mains sur la vitre. Là où ses paumes touchaient le verre, des motifs de givre se mirent à se déployer en spirale. Il voulait dire quelque chose. Il pointa un doigt derrière eux. Jake se retourna, d'autres chambres s'alignaient, chacune contenant une silhouette semblable. Toutes s'éveillaient. Toutes tapotaient sur les vitres dans une symphonie désespérée. Il faut partir. Maintenant, cria Jake, saisissant le bras de Chen. Mais elle résista, fascinée. Tu ne comprends pas. Ils sont restés conscients tout ce temps. Prisonniers de leur corps, incapables de mourir. Le gouvernement a créé des immortels et les a abandonnés ici. Un sifflement retentit soudain, suivi d'un souffle de gaz. Des alarmes rouges se mirent à clignoter. Le sourire du géant derrière la vitre se mua en rictus monstrueux, révélant des dents trop longues, trop nettes. Les protocoles de confinement échouaient. Après 40 ans de silence, quelque chose revenait à la vie. Marcus descendit plus profondément, la lampe vacillante entre ses mains. Le béton se resserrait, l'air devenait lourd, saturé d'une odeur d'antiseptique et de chair altérée. Derrière lui, Sarah haletait. Les lectures électromagnétiques sont hors échelle, murmura-t-elle, fixant sa boussole dont l'aiguille tournoyait follement. Tout cela est encore actif. Ils atteignirent une intersection. 3 couloirs s'ouvraient, tels les bras d'une étoile malade. Les parois métalliques brillaient d'un éclat sourd sous la lampe. D'anciennes pancartes rouges indiquaient « Personnel autorisé seulement, danger de radiation ». Mais c'étaient les mots griffonnés à la main dessous qui glacèrent Marcus. « Dieu, aide-nous ». Et plus loin, il change. « Par ici, dit-il. » Suivant un léger courant d'air, comme si la montagne elle-même respirait. Les murs grillagés laissèrent place à des fenêtres d'observation. Les cellules qu'ils surplombaient étaient bien plus complexes, tubes d'alimentation, machines de surveillance, harnais de contention dignes d'un musée de la torture. Des dossiers jaunis pendaient encore aux portes, l'écriture effacée par le temps. « Regarde les murs », souffla Sarah. Les traces, elles ne sont pas aléatoires. À l'intérieur, le béton était couvert de spirales, de formes géométriques si précises qu'elles semblaient vibrer. Certaines zones étaient polies, lissées par des années de contact répétés, comme si un être enfermé là avait frotté ses mains encore et encore pour ne pas perdre la raison. Marcus s'approcha d'une
Autre vitre et sentit son sang se figer. La cellule n'était pas vide. Dans un coin, une silhouette humaine, vêtue de haillons, restait assise, le dos tourné. On aurait dit une statue oubliée. Figée dans l'attente. La lampe vacilla. La tête du prisonnier se redressa d'un coup sec. Un frisson parcourut Marcus jusqu'aux os. L'air semblait vibrer. Au-delà du verre, la chose se mit lentement. Debout, ses articulations craquant comme du bois mort. Et dans le silence glacial du laboratoire, un son s'éleva, le premier battement d'un cœur qui n'aurait jamais dû battre encore. Leur tête était penchée selon un angle impossible, et leur peau avait la texture cireuse et translucide d'une bougie oubliée depuis trop longtemps. Marcus sentit un frisson glacé courir dans son dos. « Sarah, murmura-t-il, la gorge serrée. Ne bouge pas. » Elle se tenait déjà près de lui, le souffle suspendu, les yeux rivés sur la vitre. « C'est mort ?» Comme si le son de sa voix avait réveillé ce qui gisait dans la cellule, la tête de la créature commença à pivoter. Lentement, douloureusement, avec un craquement de branches qui se brisent. Le corps restait immobile. Mais le visage tourna entièrement, jusqu'à faire face à la lumière de leur lampe. Marcus dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Les traits étaient humains, mais tordus, remodelés à la hâte, comme de l'argile mal façonnée. Les yeux, entièrement noirs, reflétaient la lueur de leur lampe à la manière des animaux nocturnes. Et puis il y avait la bouche, trop large, démesurée, béante. Révélant des rangées de dents poussées dans toutes les directions, certaines recourbées vers la gorge. La chose, car elle n'était plus un homme, posa ses paumes contre la vitre. Ses doigts s'étaient allongés anormalement, et à leur extrémité, l'os perçait la chair, formant de grossières griffes blanchâtres. Lorsqu'elle parla, sa voix était un souffle humide qui traversa inexplicablement la paroi de verre. Des visiteurs, articula-t-elle, la bouche bougeant à peine. Il y a si longtemps. Sarah serra le bras de Marcus, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. On doit partir, maintenant. Mais Marcus restait figé. Dans les yeux noirs de la créature, il distinguait une lueur d'intelligence trop humaine, trop consciente. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ils nous ont améliorés, » répondit la chose. « Ils nous ont fait, plus. » En s'approchant du verre, Marcus vit une cicatrice dentelée sur le crâne, preuve qu'on l'avait ouvert, puis refermé comme une boîte. « Les autres dorment, dit-elle, mais moi, je suis resté éveillé. J'ai attendu. » Attendu quoi? Un rictus s'étira sur sa bouche difforme. « Quelqu'un qui nous libère. » Derrière eux, un bruit métallique retentit dans le couloir. Marcus pivota brusquement, sa lampe explorant le vide. Le son revint, plus proche cette fois, un raclement régulier, comme des griffes glissant sur la pierre, suivi d'un écho, un rire. Un rire humain, étouffé, démultiplié. Les lumières de secours vacillèrent, projetant des ombres mouvantes qui semblaient avoir leur propre volonté. Marcus attrapa la main de Sarah et l'entraîna au bout du couloir, fuyant les bruits qui se rapprochaient. Derrière eux, la créature se mit à rire à son tour. Un rire cristallin, brisé, comme du verre sous l'eau. Alors qu'ils couraient, Marcus comprit soudain, ils n'étaient plus des explorateurs. Ils étaient des proies. Quelqu'un ou quelque chose les guidait, les poussait plus loin dans les entrailles du complexe. Une porte d'acier se referma derrière eux avec un claquement définitif. Le verrouillage électronique s'enclencha, un à un. Dans une série de clics mécaniques qui résonnaient comme les coups de marteau d'un cercueil qu'on scelle. Le souffle de la docteure Chen devenait court, son visage, blême, se découpait dans la lumière rouge vacillante du poste d'observation. Les spécimens se sont échappés, murmura-t-elle en observant les écrans encore actifs. Après 43 ans, ils sont enfin libres. Jake se pencha vers la vitre blindée. Ce qu'il vit au-dessous dépassait toute logique. Les créatures se déplaçaient avec une coordination inquiétante, leur chair pâle vibrant d'une énergie nouvelle. Autour des portes de leurs cellules brisées, elles s'attroupaient, échangeant des gestes à peine perceptibles, comme si elles communiquaient sans un mot. Ce ne sont pas de simples prisonniers évadés, souffla Jake. Elle planifie quelque chose. Sarah, toujours filmant malgré la panique, suivait du regard leurs mouvements. Regarde.
On dirait, une intelligence partagée. La docteure Chen hocha lentement la tête. Le programme d'amélioration neuronale devait créer des soldats parfaits, force accrue, régénération rapide, intelligence supérieure. Mais les modifications ont produit un effet imprévu, leurs cerveaux ont commencé à se connecter entre eux. Ils pensent comme un seul être, tout en conservant leur individualité. Un fracas ébranla la structure. Les murs vibrèrent, les lampes clignotèrent plus fort. Les créatures s'en prenaient au système du complexe, méthodiquement. Combien de temps avant qu'elles n'atteignent cette porte? Demanda Sarah, la voix tremblante. Elle est conçue pour résister à une brèche, répondit Dr. Chen. Mais seulement face à ce qu'elles étaient, pas à ce qu'elles sont devenues. Après des décennies d'évolution, nul ne sait de quoi elles sont capables. Jake scrutait la salle. Son instinct de survie prit le dessus. Chaque environnement avait une sortie, s'il savait où chercher. Ses yeux s'arrêtèrent sur une grille à moitié dissimulée derrière un ensemble de moniteurs. Là, un tunnel de maintenance. Ça doit rejoindre le réseau technique du bâtiment. La docteure Chen hésita. Les conduits parcourent tout le complexe, mais s'ils ne débouchent nulle part? On est mort de toute façon si on reste ici, coupa Jake. Il arracha la grille métallique. Un souffle d'air froid s'en échappa, et le tunnel s'ouvrit devant eux, étroit et obscur. Un nouveau choc fit trembler le sol. À travers la vitre, Jake aperçut les créatures escalader les étages supérieurs. Leur agilité défiait l'anatomie humaine, elles grimpaient, rampaient, se mouvaient avec la grâce fluide d'insectes géants. L'une d'elles, une silhouette féminine, tourna lentement la tête vers la verrière. Jake eut la certitude effrayante qu'elle le regardait droit dans les yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Ce fut dans sa tête que la voix résonna. Des images s'imposèrent. Brutalement, le laboratoire dans sa splendeur passée, les scientifiques en blouse blanche, les cris des cobayes pendant leur transformation, et, au fond de tout cela, une conscience collective. Tapie dans l'ombre, attendant son heure depuis des décennies. Les améliorations neuronales, halta la docteure Chen, les mains sur les tempes. Elles essaient d'établir un lien. La télépathie était limitée entre sujets, mais si elles ont étendu leur portée. Sarah chancela, laissant tomber sa caméra. Je les entends, murmura-t-elle. Elle nous remercie, pour les avoir libérés. Jake sentit une pression grandissante dans son esprit, un bourdonnement vibrant. Il agrippa les deux femmes. On bouge. Tout de suite. Ils s'engouffrèrent dans le tunnel. Sarah devant. Chen derrière, Jake refermant la marche. À peine s'était-il glissé dans l'étroit passage que la porte du poste d'observation commença à se déformer sous des coups monstrueux. Mais le plus terrifiant n'était pas le vacarme derrière eux. C'était ce qui s'insinuait dans leurs pensées, des murmures de gratitude entremêlés de projets. Des projets pour le monde extérieur. Des plans mûris pendant 43 ans dans le noir. Et désormais, Jake en était certain, ils en faisaient partie. Jusqu'où descend ce tunnel? Souffla Théil. Niveau 7, répondit Voss. Haletant. Le laboratoire originel. Là se trouve le système de contrôle principal. L'ascenseur grinça et s'arrêta dans un gémissement métallique. Devant eux, un couloir s'étendait dans les ténèbres. Les murs d'acier renforcés luisaient d'un éclat rouge maladif, et l'air sentait l'ozone et la chair brûlée. Les premières expériences ont eu lieu ici, expliqua Voss. En 1963. Projet Lazarus. Nous voulions repousser les limites de la résistance humaine. Et qu'avez-vous créé? Demanda Jake. Une voix s'éleva derrière eux, grave, multiple, comme plusieurs timbres parlant à l'unisson. Nous sommes devenus plus que des humains. Nous avons transcendé la conscience individuelle. Ils longèrent des portes cabossées, marquées de griffures organiques. À travers les hublots blindés. Jake aperçut des laboratoires étranges, machines pulsantes, cuves d'un liquide trouble, tables d'opération souillées d'une substance sombre. Ils ont commencé à se connecter, dit une autre voix. Plus douce, presque fascinée. À fusionner leurs esprits. À devenir, quelque chose de plus grand. Jake sentit alors que la peur changeait de nature. Ce n'était plus seulement la terreur de mourir. Mais celle d'assister à la naissance d'une intelligence nouvelle, un esprit collectif,
né du désespoir et de la chair humaine. Et il comprit, avec une certitude glaciale, que le projet Lazarus n'avait pas échoué. Il avait réussi. Sous la lumière rouge des alarmes, le complexe vibrait comme un organisme à l'agonie. Jake courait, le souffle coupé, tandis que les cris inhumains résonnaient. Derrière lui, déchirant l'air comme des lames. Ces sons n'avaient rien d'humain, les cordes vocales altérées des sujets produisaient une dissonance si profonde qu'elle semblait mordre la réalité elle-même. Quelques heures plus tôt, tout avait commencé devant une porte d'acier scellée par des décennies de secrets. Les chercheurs l'appelaient la conscience collective. Jake avait cru d'abord à une métaphore, un projet d'intelligence partagée. Mais en voyant ces créatures, il comprit qu'il n'y avait rien de symbolique là-dedans. Vous voulez dire une sorte d'esprit de ruche? Avait-il murmuré, la gorge sèche. Plus sophistiqué que cela, répondit la première créature, d'une voix calme et presque humaine. Nous avons conservé nos personnalités, mais nous partageons la mémoire, la pensée, les émotions. Les chercheurs ont eu peur de ce que nous devenions. Ils atteignirent alors le bout du couloir, où un immense portail blindé les attendait. Voss, la scientifique, posa sa paume sur le scanner. Un instant d'hésitation, puis les verrous s'ouvrirent dans un grondement sourd. La porte céda, révélant une salle qui défiait toute logique humaine. Le plafond se perdait dans l'obscurité. Les murs étaient tapissés d'ordinateurs, leurs écrans saturés de flux de données si rapides qu'ils semblaient danser. Mais ce n'était pas la technologie qui coupa le souffle. À Jake, c'était ce qui l'enveloppait. Des structures organiques, semblables à des veines luminescentes, rampaient sur les murs et les machines. Elles pulsaient d'une lumière bleutée. Comme un cœur géant battant au rythme d'une vie étrangère. Chaque fibre semblait connectée à l'autre, formant un réseau neuronal à l'échelle du bâtiment. L'air vibrait d'électricité et de murmures. Des chuchotements infimes, presque inaudibles, comme si des milliers d'esprits murmuraient juste sous la surface du monde. Mon Dieu, souffla Jake. Qu'est-ce que c'est? Le cœur du projet Lazarus. Répondit Voss, sa voix tremblante d'une terreur fascinée. Les sujets n'étaient pas seulement liés entre eux. Ils étaient liés au complexe tout entier. Un des êtres s'approcha du poste de commandé. Posa ses mains déformées sur les écrans, comme s'il retrouvait un instrument familier. Nous entretenons ces systèmes depuis des décennies, expliqua-t-il. Nous nous sommes confinés volontairement. En attendant le moment propice. Attendant quoi? Demanda Jake. Quelqu'un comme toi. Les trois voix parlèrent à l'unisson. Les écrans s'embrasèrent, projetant des images de villes, de laboratoires, de visages humains. Des millions de profils génétiques, des dossiers gouvernementaux, des satellites espionnant le monde entier. Ils n'ont jamais voulu vous garder enfermés. Murmura Voss en comprenant. Ils voulaient vous donner le temps de devenir assez fort pour sortir. Exact, confirmèrent les voix. Nous devions atteindre la masse critique avant d'intégrer le reste de l'humanité. Jake recula. Vous parlez d'infecter des gens. De les transformer. Nous préférons le mot évolution, répondit l'un d'eux. L'humanité se détruit, guerre, climat, avidité. Nous offrons un chemin vers la transcendance. Les veines luminescentes se mirent à briller plus fort. Jake sentit alors une pression dans son esprit, une présence, douce et envahissante, qui lui montrait des visions d'unité, de paix, de compréhension totale. Le choix t'appartient, dit la conscience dans trois voix harmonisées. Rejoins-nous et guide la prochaine étape de l'évolution, ou refuse, et vois ton espèce s'anéantir dans les 50 prochaines années. Il croisa le regard de Voss. Dans ses yeux se reflétait la même terreur impuissante. L'avenir du monde reposait sur un adolescent de 17 ans qui voulait simplement survivre. Plus haut dans la montagne, le chaos s'étendait. Helena, le front en sang, tituba dans un couloir envahi de fumée. La sortie principale est bloquée. Hurla-t-elle. Il nous faut un autre passage. Marcus chercha dans sa mémoire. La conduite de ventilation. Près de l'aile de recherche. Elle rejoint les anciens tunnels miniers. Ils se mirent à courir dans des couloirs jonchés de débris, passant devant des cellules ouvertes comme des tombes béantes. Le silence pesait plus que des cris. Ce qui avait été enfermé ici s'était échappé. Une silhouette surgit de l'ombre.
Dr Voss. Son manteau blanc n'était plus qu'un lambeau, son regard vide et profond. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, dit-il d'un ton étrangement posé. Le projet Mainbridge n'était pas un échec. C'était une réussite absolue. Helena leva le pistolet récupéré sur un garde. Mort. N'avancez pas. Voss éclata de rire, un rire creux qui résonna dans tout le couloir. Les balles ne me toucheront plus. La conscience transférée n'allait pas dans un seul sens. Quand nous avons fragmenté leurs esprits, certains d'entre nous sont devenus réceptifs. L'air se refroidit brutalement. Son ombre se mit à bouger seule, s'allongeant sur le sol comme une marée d'œufs. Ténèbres. Les sujets n'étaient pas que des cobayes, continua-t-il. Ils étaient des ancres. Vous les avez libérés. Et ce qu'elles retenaient n'était pas de ce monde. Helena tira. 3 coups nets. Voss vacilla, mais ne tomba pas. De ses plaies s'écoula un liquide noir d'où s'échappaient des murmures. Cours! Cria-t-elle. Ils s'enfuirent. Le rire de Voss les poursuivit, se distordant jusqu'à devenir un rugissement inhumain. La bouche d'aération se trouvait là, éventrée, béante comme une échappatoire divine. Ils rampèrent à l'intérieur juste avant que le sol derrière eux ne s'effondre. Le tunnel montait, étroit, tortueux. Que voulait-il dire par ancre, demanda Helena en haletant. Je crois que les cobayes retenaient quelque chose. Répondit Marcus. Les expériences ont ouvert des portes, et leurs esprits servaient de verrous. Maintenant, ces verrous sont brisés. Ils débouchèrent dans une grotte naturelle. L'air pur remplit leur poumons, odeur de neige, de sapin, de liberté. Mais les ombres sur les murs bougeaient. Lentement. Contre la gravité. Helena, regarde. La lumière de sa lampe fit reculer les ténèbres. Mais elles ne disparurent pas. Elles se rassemblèrent, tapies dans les creux, les observant. Elles nous suivent, murmura-t-elle. Je sais, répondit Marcus. Ce qu'on a libéré ne restera pas enfermé. Là-dedans. Ils accélérèrent, rampèrent, escaladèrent, jusqu'à voir enfin la sortie de la caverne. La lumière du jour scintillait, mais d'une manière étrange, instable, comme filtrée à travers une eau en mouvement. Lorsqu'ils émergèrent, le monde avait changé. Les arbres alentour étaient noirs et tordus, leurs branches formant dans le ciel des signes qu'aucune langue humaine n'aurait pu lire. Le ciel lui-même semblait onduler, et à travers ces vagues d'air déformés, Marcus aperçut quelque chose d'immense, d'ancien, se mouvant dans des dimensions que son esprit refusait de comprendre. Mon Dieu, souffla Helena. Jusqu'où ça s'étend? Marcus sortit son téléphone satellite. L'écran n'affichait que des parasites. Les coordonnées GPS défilaient à toute vitesse, indiquant des lieux. Impossible. Au loin, la lueur d'une ville. Mais les lumières pulsaient comme un cœur géant, au rythme d'une entité invisible. La contagion s'étendait, corrompant la réalité elle-même. Il faut prévenir quelqu'un, dit Helena, sans y croire. Qui nous croira? Et surtout, qui pourrait arrêter ça? Il remit son sac sur son épaule, sortit sa boussole. L'aiguille tournoya. Puis s'immobilisa, pointant vers le sol. D'abord, on survit, dit-il d'une voix ferme. Ensuite, on apprend à combattre ce qui n'aurait jamais dû exister. Pan. ANT ce temps, dans les profondeurs, j'ai trébuché entre les flammes. Le sérum que Voss avait injecté dans le système d'aération faisait son œuvre, la base entière brûlait de l'intérieur. Consumé par sa propre création. Son émetteur grésilla. Contrôle à toutes les unités. Brèche totale. Exécution du protocole 7. Jake se figea. Il connaissait ce nom. Dans les fichiers de Voss. Il l'avait lu, protocole 7 stérilisation complète. Une lumière rouge envahit les couloirs. Le rugissement des flammes se mêla aux cris de ceux qui restaient des sujets. Jake serra les dents. Cherchant une issue. Il savait qu'il n'y en avait aucune. Et pourtant, il courut, encore, refusant d'abandonner, refusant de devenir un fragment de cette conscience monstrueuse. Au-dessus de lui. La montagne trembla. Les murs du complexe s'effondraient, avalant les secrets du projet Lazarus. Mais sous la terre, quelque chose d'autre ouvrit les yeux. Le sol trembla sous ses pieds alors qu'une
Nouvelle explosion secouait les niveaux inférieurs. Les sujets ne se contentaient plus de fuir leurs cellules, ils détruisaient la prison de l'intérieur. 60 années de manipulation génétique et de conditionnement psychologique avaient engendré quelque chose qui dépassait l'humain et maintenant, cette chose était libre. Jake atteignit la cage principale de l'ascenseur. Mais la cabine s'était écrasée 3 étages plus bas. Des échelles de secours tapissaient les parois de béton, mais grimper signifierait s'exposer. Les bruits se rapprochaient, des sons humides. Des glissements visqueux, comme si les créatures ne bougeaient plus tout à fait comme des êtres humains. Une nouvelle voix perça les grésillements de la radio. Docteur Voss au contrôle. Le garçon est toujours à l'intérieur. Je le veux vivant. Négatif, docteur. L'expérience est terminée. Nous passons en confinement. Un silence bref, puis un chuchotement grinçant, inhumain. Trouvé. Les yeux de la chose se fixèrent droit sur la cachette de Jake. Le souffle coupé, il sut qu'il n'avait plus qu'une chance, les tunnels de service. Il avait mémorisé les plans du complexe. Pendant les interminables sessions d'endoctrinement avec Voss. Un vieux conduit d'entretien menait directement à la surface. S'il pouvait l'atteindre avant le début du bombardement, il avait une chance de survivre. Le mur explosa soudain à côté de lui, projetant des éclats de béton. Jake plongea en avant, roulant au sol tandis que les débris pleuvaient autour de lui. La créature, ce qu'il restait d'un être humain, le poursuivait maintenant à 4 pattes, grimpant sur les murs et le plafond avec une agilité d'araignée. Les docteurs nous avaient promis la liberté, siffla-t-elle. Promis l'évolution. Sa voix vibrait de rage et de douleur. Mais ils ont fait de nous des monstres. À présent, nous leur montrerons ce dont les monstres sont capables. Jake trouva le panneau d'entretien et fit sauter les verrous rouillés. Le conduit était si étroit qu'il y entra à peine. Il s'y glissa juste à temps, des griffes raclèrent le métal là où sa tête se trouvait un instant plus tôt. Son cœur battait à tout rompre. Puis, dans le crépitement de la radio, une voix familière murmura. « Jake !» Son sang se glaça. C'était celle de son père. Son père. Mort depuis 3 ans. « Je sais que tu m'entends, mon fils. Je sais ce qu'ils t'ont montré là-dessous. » La voix venait d'en bas, de l'intérieur même du complexe. Ton père s'est porté volontaire. Pour le programme, annonça Voss à la radio. Un de nos premiers succès. Nous le gardions pour toi. Les mains de Jake tremblaient alors qu'il continuait de grimper. Ce n'était pas possible. Il avait vu le corps, assisté aux funérailles. Et pourtant, la voix reprit, plus suppliante. Ils m'ont gardé en vie, Jake. Ils m'ont changé. J'ai attendu si longtemps que tu me retrouves, ne me laisse pas ici. Au-dessus, une lumière apparut, le jour. Jake accéléra, les poumons en feu. Mais derrière lui, quelque chose grimpait aussi, haletant au même rythme que son père, avançant pourtant avec une grâce monstrueuse. Il jaillit enfin à l'air libre, dans la neige aveuglante. Le vent hurlait. Des hélicoptères militaires tournaient dans le ciel, prêts à effacer toute trace de ce qui s'était passé. S'il te plaît, mon fils. Jake se retourna vers l'ouverture du conduit. 2 yeux luisaient dans l'ombre humain, mais sertis dans un visage déformé, ossature tordue. Peau cicatricielle. Et pourtant, dans ce regard, il reconnut quelque chose, un éclat de mémoire, d'amour brisé. Je me souviens t'avoir appris à suivre les traces des cerfs, souffla la créature. Les nuits au feu de camp, les histoires de fantômes. C'est encore moi, Jake. Ton père est toujours là, quelque part. Les hélicoptères prenaient position. Le sifflement des systèmes d'armes emplissait l'air. Aide-moi, supplia son père. La main de Jake resta suspendue au-dessus du levier de verrouillage d'urgence. Un seul geste, et le conduit serait scellé à jamais. Il ferma les yeux. Le premier missile frappa la montagne. L'alerte d'urgence retentit sur toutes les fréquences, radio, télévision, téléphone, dans un rayon de 80 kilomètres. Marcus observait depuis la vitre blindée de la salle de contrôle, tandis que des véhicules militaires descendaient la montagne, minuscules points fuyant la fourmilière éventrée. Derrière lui, la docteure Sarah Chen tapait frénétiquement sur les claviers, ses doigts courant d'un panneau à l'autre.
Le champ de confinement tient encore, à peine, murmura-t-elle. La sueur perlant sur son front malgré le froid souterrain. Si l'un d'eux passe, même un seul? Marcus n'eut pas besoin de la laisser finir. Il avait vu les vidéos, les spécimens du projet Lazarus. Déchirant des portes d'acier comme du papier, leurs muscles et leurs os renforcés par des décennies de mutations forcées. Ces choses n'étaient plus humaines. Ils savent qu'on est ici, souffla Shen. Je le sens. Ils sont de nos pensées. Marcus la regarda, cette femme qu'il avait d'abord prise pour une victime lorsqu'il l'avait trouvée terrée dans l'aile médicale. Ce n'est qu'après qu'il apprit. La vérité, elle avait été l'une des chercheuses originales, maintenue en vie par les spécimens pour des raisons qu'elle ignorait encore. Le lien neural, expliqua-t-elle d'une voix tremblante. Ils m'utilisent comme conduit. Ils apprennent. Ils planifient. Ils savent pour l'évacuation. Ils savent que l'armée approche. Les lumières vacillèrent. Dans les profondeurs du complexe, le métal cria. Marcus consulta sa montre, 15 minutes avant l'arrivée de l'équipe de confinement. 15 minutes pour empêcher les créatures d'atteindre la surface. Les charges thermiques, dit-il soudain. Celles des niveaux inférieurs. On pourrait faire s'effondrer tout le complexe. Non, répliqua Shen, secouant la tête. L'explosion détruirait les cellules, les libérant dans les débris sur des kilomètres. Elle marqua une pause. Son visage se décomposa. Mais il existe une autre solution. Elle afficha sur l'écran principal un plan du complexe, parcouru de lignes vertes et de points rouges clignotant, les cellules de confinement. Le commutateur d'arrêt d'urgence, dit-elle. Le docteur Brennan l'a intégré avant sa mort. Une impulsion électromagnétique ciblée. Capable de désactiver leur activité neuronale améliorée. Elle hésita. Mais quelqu'un doit l'activer manuellement depuis le noyau central. L'exposition aux radiations serait mortelle en quelques minutes. Le sol vibra sous un nouvel impact. Sur un moniteur, Marcus vit le sujet 15 surgir d'un couloir, un corps démesuré, des membres allongés, un regard presque conscient. Autrefois. C'était un patient en phase terminale, un homme à qui on avait promis la guérison. Le gouvernement avait tenu parole, d'une manière cauchemardesque. Marcus pensa à sa sœur Emma, loin d'ici. En sécurité à 200 km. À cette randonnée innocente qui l'avait conduit à la découverte du bunker caché. À la vie qu'il aurait eue s'il avait simplement rebroussé chemin. Montrez-moi comment l'activer, dit-il calmement. Shen tremblait en récitant la séquence de code, les mots entrecoupés de sanglots. Dehors, le grondement des hélicoptères approchait. Mais Marcus savait qu'il ne serait jamais à temps. Il se dirigea vers l'accès du noyau, mais Shen l'arrêta d'une main. Attendez. Elle sortit un petit appareil de sa poche. Un enregistreur. Le monde doit savoir. Ce qu'ils ont fait ici. Ce que notre gouvernement a fait. Promettez-moi de le diffuser. Marcus hocha la tête, prit l'appareil et courut dans le tunnel d'accès. Derrière lui. La vitre d'observation se fendit, frappée par quelque chose d'énorme. Les créatures étaient là. Le noyau central vibrait d'une énergie sinistre. Des murs de serveurs, de tuyauteries. De lumière pulsante. Toute une machinerie conçue pour maintenir en vie ce que l'humanité aurait dû laisser mourir. Marcus trouva le panneau de commande et entra la première série de chiffres. Chaque touche pressée le rapprochait de la fin du cauchemar et de la sienne. Merci, souffla la voix de Shen à travers les haut-parleurs, déformés par les interférences. Il appuya sur le commutateur d'activation. À cet instant précis, la porte blindée céda derrière lui. Le sujet 23 franchit le seuil, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Il le regarda non pas comme un prédateur, mais comme un être fatigué. Humain, à nouveau. L'impulsion se déclencha. Un souffle incandescent parcourut les galeries. Les lumières s'éteignirent, les circuits se consumèrent, les battements monstrueux cessèrent à un. Puis, un silence absolu enveloppa la montagne. Le mont redevint pierre. Les secrets qu'il avait abrités pendant 60 ans furent ensevelis à jamais et effacés de la mémoire des hommes, mais non du prix qu'ils avaient coûté.